Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès il y a peu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation, dressant un bilan positif de son quinquennat. Quelle analyse faire de ces discours du chef de l'État? Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre magazine Paramètres. Et nous parlerons également de la campagne électorale, mais aussi de l'apport de la société civile à la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons co-présenter cette émission avec Ida Maloba, que je salue. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Et de ton côté aussi? En tout cas, ça va très bien et tout va bien. Enchanté. Alors, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Paramètres. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Cédric Kabea, KMB. Il est candidat député national, mais aussi candidat conseiller municipal limité. Bonjour Monsieur Cédric. Bonjour madame. Bienvenue sur ce beau cadre de Vert Pâturage Télévision dans l'émission Paramètres. Madame. Puissions-nous en savoir plus sur vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Ok, merci beaucoup pour la question. Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier pour votre invitation. Premièrement, moi, mon nom c'est Kabea KMB Cédric. Je suis activiste et désormais un acteur politique du changement. Et étant donné que j'ai un parcours dans la société civile, je commence par présenter ce parcours. On a milité depuis 2015 en créant les mouvements citoyens Filimbi, et dont les coordonnateurs étaient Floribert Anzoloni et puis les coordonnateurs adjoints Carbone Béni, que j'ai salué en passant. Et nous, on a intégré les mouvements en 2016 et on a commencé à militer pour qui est d'abord premièrement les élections qui devraient se tenir normalement le 20 décembre. C'était le 20 décembre, si je me rappelle très bien, à l'époque. Et malheureusement, on n'a pas eu ces élections. Et puis, nous sommes sortis dans la rue pour réclamer la tenue des élections. Et on a subi une forte répression et puis on a été arrêté. On nous a ramenés au niveau de l'ANER. On a passé presque 3 semaines là-bas et puis par après on nous a libérés. Après notre libération, il y a eu des accords qui se sont succédés et on n'a jamais été partie prenante de ces accords et donc on les a boycottés. On a aussi été de nouveau arrêtés. J'étais encore en prison et cette fois-ci-là on a passé presque une année de détention à l'Agence nationale des renseignements. Ainsi, c'était vers le mois de 7 mois après, on a été transféré devant nos juges naturels qui malheureusement nous ont aussi condamnés. Alors bref, vous avez été activiste, on comprend que vous avez beaucoup milité, mais aujourd'hui vous vous représentez en tant que candidat. Qu'est-ce qui a motivé cette mutation de l'activisme au dépôt de candidature en tant que député aussi? Merci beaucoup madame pour la question. Ce que vous devez savoir qu'entre l'engagement civique et politique, il n'y a qu'un seul pas. Et aujourd'hui, pour nous, nous avons passé beaucoup plus de temps à revendiquer, à protester, à contester. Et malheureusement, on n'a pas eu de solutions. Parce que ce que nous avons compris, c'est que hier, les amis qui étaient dans l'opposition, qui sont aujourd'hui de la majorité, ne font que les mêmes jets avec les amis qui étaient au pouvoir hier et qui sont aujourd'hui de l'opposition. Alors, nous, constatant que les peuples congolais et aujourd'hui vit dans la misère, dans la précarité, nous nous sommes dit, on ne va plus aller contester ni à gauche ni à droite, mais on veut être les canaux par lesquels ces changements vont se faire. Mais c'est toujours le même discours en fait, mais une fois au pouvoir, le discours changera automatiquement. Non, mais les problèmes, c'est que, tu sais, la plupart des gens qui viennent au pouvoir, ils n'ont jamais été préparés. Deuxièmement, ces gens qui viennent au pouvoir, ils n'ont pas des visions ni des programmes qui peuvent faire en sorte qu'ils puissent changer la situation économique, sociale ainsi que politique de notre pays.
la situation sécuritaire aussi. Et vous allez voir, vous allez remarquer que lorsqu'une personne vient et lorsqu'il arrive au pouvoir, la première des choses qu'il va chercher, c'est de s'enrichir. C'est de chercher à ce qu'il puisse d'abord lui-même changer sa vie et puis par la suite, il va commencer à toucher par-ci, par-là. Et vous allez vite comprendre que non, celui-ci n'a pas un programme, n'a pas une vision. Et les pays se construisent sur base d'une vision, sur base d'un programme. Et ça, c'est très important. Et quelle nouvelle donne vous allez justement apporter, parce que vous êtes en train de décrier ce qui a été fait auparavant avec ceux-là qui ont géré dans les législatures passées. Quelle nouvelle donne pensez-vous apporter? Bon, la première des choses que nous comme étant des candidats à la députation nationale, provinciale, municipale, ainsi qu'à la présidentielle de 2023, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abord d'arrêter les systèmes de prédation, les systèmes qui concernent au détournement, à la corruption. Parce que si nous arrêtons ces systèmes, on aura fait un pas. Et si on n'arrête pas ces systèmes, on aura tout justement à faire comme les autres. Et donc, on va continuer dans la continuité, permettez la tautologie. Et donc, pour nous, il est important aujourd'hui d'arrêter tout ce qui est comme corruption, les coulages des recettes publiques. Et à travers à travers l'arrestation de ces systèmes qui consistent plutôt à détourner les fonds, tout ça. Si on arrive à arrêter ça, on aura suffisamment de moyens. Parce que vous vous rappelez bien, à l'époque, il y a eu un rapport du professeur Luzo Lubambi qui a dit qu'il y avait presque 15 milliards de dollars qui disparaissaient des caisses de l'État chaque année. Et vous allez remarquer que chaque jour, lorsqu'on se réveille, il y a toujours des détournements et des détournements. Et certains projets ne sont pas faits parce qu'il y a l'argent qui est sorti mais qui a été détourné. Alors que vous étiez de la société civile, quel apport avez-vous, je ne sais pas, excusez-moi la tautologie, apporté dans la lutte contre la corruption, dans le sens de plaidoyer? Est-ce que vous étiez déjà sur cette lignée ou vous voulez entamer vraiment cette démarche au moment où vous serez au sein de l'hémicycle ou de l'hémicycle? Bon, tout en étant dans la société civile, vous vous rappelez du contrat du siècle, contrat des 6 communes. Société, 6 communes, c'est un contrat qui met les Chinois et les Congolais ensemble. Ils doivent exploiter le minerai pendant 50 ans. Pour nous construire des routes, nous construire des infrastructures plutôt, ce que j'allais dire. Et nous, on a jeté un œil entre ce qui se faisait par la CICOMINE et la qualité des routes qu'il est en train de construire. Nous nous sommes dit que non, ça ne va pas. Et on a, ensemble avec Maître Katende, on a commencé à mener des plaidoiries. Parce qu'on a aussi constaté que la Chine devrait normalement, en termes d'infrastructures, nous construire des infrastructures de 6 milliards de dollars, s'il vous plaît. Et la Chine n'en a construit que 1 milliard. Et dans les 1 milliard, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, soit les doublés des chiffres. Par exemple, la route, le boulevard Lumumba qui devrait être construit de la première rue jusqu'à l'aéroport. Normalement, c'est une route qui devait prendre 22 millions de dollars. Mais elle a été, ces chiffres ont été doublés de 52 millions de dollars. Donc vous comprenez que par rapport au programme et à l'exécution, il y a eu... Donc il y a eu surfacturation. Oui, surfacturation et cela a été dans tous les projets. Vous allez voir même qu'il y a une route, je me rappelle bien, des Lutendele qui devait être construite. Et là, on avait dépensé de l'argent, mais cette route jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été construite. Et je pense bien qu'à travers les programmes Chile-Gelou, elle a quand même fini par être construite. Donc, vous comprenez, avec ce genre de choses, ça ne permet pas le développement d'un pays.
Et là, je pense qu'on va quand même aborder des sujets d'actualité. Nico Kassanda. Voilà, on l'a dit à l'entame, le chef de l'État s'est adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a vanté les actions qu'il a menées durant son quinquennat. Oui. Il est passé en revue plusieurs secteurs de la vie, notamment la sécurité, la santé, l'environnement, l'éducation et autres. La justice. Hein. Alors, vous personnellement, je pense que tous les Congolais ont suivi ce discours parce que ça nous intéresse, à moins que vous soyez étranger pour ne pas suivre l'adresse du chef de l'État à la nation. Alors, quelle analyse faites-vous justement de ce discours vanté par le président de la République? Bon, ce discours, il est très bon pour les gens qui l'ont suivi avec les yeux, mais nous qui avons suivi ça avec les oreilles, il y a des choses dont il faudra vraiment que cela soit clarifié. Je vais d'abord commencer avec... la sécurité. On commence avec la sécurité. On commence avec la sécurité. Voilà. On va peut-être prendre l'économie, santé, et puis l'éducation et les sociales. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de l'aspect sécuritaire? L'aspect sécuritaire, ce que je retiens est qu'il y a Goma qui est menacé jusqu'aujourd'hui. Et puis, il y a... À l'époque, il n'y avait pas les M23, mais aujourd'hui, on a les M23 qui ont passé presque 500 jours à Bunagana. Donc, les M23 dirigent une partie de notre territoire. Et nous sommes là seulement pour nous plaindre. Lorsqu'on parle de la sécurité et qu'on constate qu'il y a M23 qui est chez nous et nous, on n'arrive pas à les faire sortir dehors, est-ce qu'on peut se regarder en face, on se dit que non, là, ça marche, la sécurité a marché, mais ça n'a pas marché? Est-ce que les Congolais ici, aujourd'hui, les Congolais de l'Est, ceux qui vivent à Bunagana, s'ils regardent les présidents de Tshisekedi, est-ce qu'ils sont contents de lui? Est-ce qu'ils ne sont pas contents de lui? Ça, je pense bien que les présidents, en regardant les Congolais qui vivent à l'Est, c'est là dont leurs femmes sont violées ce matin, c'est là qui ont perdu leur maman ce matin, c'est là qui sont devenus orphelins à cause de la guerre, ils ne seront pas contents. Et sur les plans sécuritaires, je vous assure que le bilan n'est pas du tout positif. Le bilan est négatif sur l'aspect sécuritaire. Oui, parce qu'il y a les M23 qui occupent encore nos terres. Donc, on ne peut pas nous dire que non, le bilan est positif alors que les M23 sont là à l'Est, ils sont en train de diriger, ils prennent des impôts, ils prennent des taxes. Alors, quels seraient les mécanismes à mettre en place justement pour essayer de mettre fin à cette situation qui n'a fait que perdurer en tout cas? Ok, madame, je vais répondre à votre question, mais permettez à ce que je puisse vous dire quelque chose de très important. Allez-y. Aujourd'hui, si on négocie avec les M23, et qu'on ne trouve pas une solution. Dans ces deux cas, si on ne trouve pas une solution, qu'est-ce qu'on fait? On les chasse des forces. Est-ce que les pays manquent les moyens? Non. Est-ce que les pays manquent les munitions? Non. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi on n'active pas cela? On passe à la télé, on nous dit non, il faut dénoncer les M23, il faut dénoncer Paul Kagame, alors que nous, chez nous ici, à Kinshasa, on a accueilli, on a tapé les mains pour Paul Kagame, mais on a dit qu'il était un partenaire fiable. Et aujourd'hui, on veut expliquer au monde entier que Paul Kagame n'est plus un partenaire fiable, alors qu'on continue à avoir des relations économiques avec eux, on fait des échanges avec eux, ils sont en train d'exploiter chez nous, et nous, on ne fait absolument rien du tout. On n'a pas coupé cela. C'est sur les plans politiques qu'il y a des dysfonctionnements. Mais sur les plans économiques, rien n'a bougé. Nous dépendons du Rwanda et les Rwandais dépendent de nous. Alors, les Rwandais, en ce qui les concerne, les Rwandais, ils ne peuvent pas chasser Paul Kagame parce que sur les plans économiques, rien n'a changé. Mais si nous coinçons Paul Kagame sur les plans économiques, on va les ramener sur les plans politiques. Il va négocier et il y aura une solution peut-être politique. Mais si cela ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui meurent chez nous, on est aussi capable d'attaquer les Rwandais.
Mais Paul Kagame lui-même, il dit qu'il est vraiment prêt à aller en guerre contre la RDC. Il a accordé une interview à BBC où il dit qu'il est fatigué de toutes ces accusations en son nom et tout, qu'il est prêt à aller en guerre contre la RDC. Il a même accusé le président congolais de se plaindre et de continuer à se plaindre sur son nom. Mais maintenant, et pendant ce moment-là, vous vous dites que nous avons une armée forte, nous sommes capables, et sur le plan des réalités des choses, nous sommes plaintifs. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. D'abord, premièrement, vous savez, j'ai remarqué qu'on a nommé une personne 3 fois général. Général. D'abord, il était colonel, il est devenu général. Il a gagné la guerre où? Je ne sais pas. Après, il est devenu encore général encore. Il a gagné la guerre où? Je ne sais pas. Après, il est devenu général des forces armées. Et là, vous faites allusion à quelle personnalité? Je parle comment on l'appelle, chef d'état-major. Lui, il est devenu général à 3 reprises alors que les pays est agressé, il n'y a jamais eu solution, tout ça. Il voyage par-ci, par-là, il se plaint aussi, il vient, il parle, il n'y a pas toujours de solutions. Et on ne sait pas comprendre vraiment c'est quoi son rôle. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un touriste qui est venu, qui est nommé à plusieurs reprises parce que là, moi aussi j'ai du mal à comprendre ça. Comment il devient général, comment il évolue comme ça, il excelle, mais on nous agresse chaque jour. Et on se réveille les matins comme ça, on va voir des photos qu'on nous envoie des Goma que non. En tout cas, là, vraiment, on a attaqué le Rwanda. Et puis par après, on plaire les soirs que non, on a violé 5 femmes chez nous. Et ça, c'est très compliqué. Se plaindre, on en a marre. Mais c'est les présidents, à travers vos services, vous êtes en train de nous suivre, se plaindre, on en a marre. Agissez. C'est le président sortant, en fait. Oui, mais il peut agir dans quelques jours qui lui restent. Parce qu'après le 20 décembre, ça sera Floribert Anzouni qui sera président de la République. Ah bon? Oui. Vous avez la foi. Mais bien sûr. Ben là, alors, on va retenir que sur le plan sécuritaire, rien n'a marché, malgré le fait que le chef de l'État a vanté l'instauration de l'État de droit durant son mandat. Ok, mais l'État de droit, c'est aussi l'échec. L'État de siège, pardon, allais-je dire. L'État de siège. Ça aussi a été un échec parce que depuis qu'on a installé l'état de siège, vous pouvez me dire, je me rappelle, chaque matin, quand je me réveille, on a récupéré Kichanga. Après les soirs, on a perdu Kichanga. Après demain encore, on a récupéré Rutshuru. Après demain, Rutshuru est tombé. On ne sait pas comprendre ces jeux-là. Et ce qui est même plus grave, c'est qu'on a nommé un nouveau général comme gouverneur militaire. Peter Sirimwami. Ok, on l'a nommé à peine 1 mois. J'apprends à travers les réseaux sociaux qu'il a détourné les munitions, qu'il a envoyé ça aux militaires et que lui-même, il semblerait qu'il a été arrêté et puis ramené ici à Kinshasa. Vous comprenez qu'on a un problème sérieux d'homme dans ce pays. Est-ce que vous avez des preuves de ces détournements? Non, mais j'ai dit ceci. J'ai appris ça à travers les réseaux sociaux, à travers les communicateurs du pouvoir en place, qu'il a été arrêté et qu'il est détenu ici à Kinshasa, qu'il a détourné des munitions. C'est ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Je me réserve. J'ai dit, il semblerait qu'il a été arrêté et qu'il avait détourné des munitions. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on vous place quelque part, ce qui vous semble bon, c'est seulement de faire comment? D'abord, de remplir votre ventre avant de regarder la population. C'est la même chose avec les projets 100 jours et puis j'en passe. Alors, votre analyse sur l'aspect lié à l'éducation. L'éducation. Bon, je vais mélanger l'éducation avec la santé. Oui, donc pour qu'on gagne le temps. Les gens qui me suivent à travers la télé, une fois de plus, je vous dis bonjour. Vous savez, je vais dire des choses qui sont très simples. On a des députés, non? Des députés sortants. Évidemment. Des ministres sortants. Des DG, des mandataires sortants. Vous pouvez me dire là où ils prennent soin, ces députés-là, lorsqu'ils sont malades, ils partent directement en Europe. Et leurs enfants, ils sont où? Ils étudient où? Soit ici à l'école belge, soit à l'école française.
Ceux qui veulent bien, ils peuvent enseigner leurs enfants à l'IPC et tout ça. Et c'est dans des bonnes conditions. Et pour les peuples congolais, les gens qui n'ont pas de moyens, pour eux, on a apporté la gratuité. La gratuité, la gratuité, c'était en fait dans le sens d'aider même la maternité gratuite. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, madame. Lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a un bon salaire, lorsque les gens sont bien payés, ils n'ont pas besoin de la gratuité. Est-ce que les députés ont besoin de la gratuité? Non. Est-ce que les ministres ont besoin de la gratuité des maternités? Non. Et si une personne a un bon salaire, il est bien rémunéré, il n'a pas besoin du tout de la gratuité. Et bon, ok, acceptons alors la gratuité de l'enseignement. Mais dans quelles conditions ces enfants sont enseignés? Dans quelles conditions ces enseignants sont-ils payés? Parce que le président a parlé de 400 000. C'est 450 000. Mais j'ai vu toujours dans les réseaux sociaux des journalistes de RFI, tous ces journalistes d'investigation, ils ont montré quelques enseignants qui leur ont envoyé des captures d'écran de leur salaire qui revenaient à 250 000 francs. 250 000 francs, c'est environ $100. Et du coup, ils ont perdu quoi? Leur pouvoir d'achat. Donc avec 250 000 francs, et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Le social n'est pas du tout bon dans notre pays. Et l'éducation, n'en parlons même pas, la santé, c'est encore catastrophique. Donc pour vous, il serait mieux de plutôt améliorer les conditions sociales que d'instaurer des gratuités un peu partout. Oui, madame. Moi, je pense que la meilleure façon de faire les choses, c'est de donner aux fonctionnaires de l'État, aux jeunes, un bon salaire, un travail qui peut leur permettre de faire comment? De prendre leurs soins à eux-mêmes avec leurs propres moyens, ainsi que ceux qui voudront envoyer leurs enfants à l'hôpital et plutôt à l'école, s'ils ont peut-être un salaire de 1 000 ou bien de $1 500, ils sont capables de payer leurs soins médicaux ainsi que de prendre leurs enfants en charge pour leur scolarité. Alors, qu'en est-il de l'économie? Bon, l'économie, le chef de l'État affirmait que l'économie au pays se porte très bien. Bon, l'économie, madame, à ce que je sache, oui, ici, le chef de l'État a dit ça, c'est bien. Mais lorsqu'il avait pris les pouvoirs, les dollars étaient à 16 000 francs ou 16 500 comme ça. Aujourd'hui, ça commence à 26 000. Oui. 26 500. On peut comprendre que l'économie se porte bien. Regardez, c'est juste l'écart, vous allez comprendre que l'économie se porte très bien. Mais par contre, madame, lorsque l'économie se porte très bien, ceux qui nous suivront ou bien qui viendront ici prochainement, il faut leur poser la question si dans la politique du chef de l'État pour l'emploi, il en a créé combien? Il en a créé combien d'emplois? Et toutes ces entreprises dont il était parti chercher à l'extérieur du pays pendant un long moment, et il y en a combien qui sont venus ici? Au fait, ok, et ça a créé combien des emplois? Ils ont créé combien? 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions d'emplois. Et c'est par là que les jeunes vont sanctionner beaucoup de gens. Ils vont prendre l'argent de plusieurs personnes, ce que je décourage aussi, parce que ce n'est pas du tout bien. Et les votes seront secrets si les élections sont crédibles, transparentes et apaisées. Beaucoup de gens ne reviendront plus comme députés, ni encore moins comme président de la République, parce qu'ils seront sanctionnés. Il y a un autre secteur. Et sur le plan de la justice? Sur le plan de la justice, c'est encore catastrophique, parce que lui-même, le président l'a dit. Il avait dit dernièrement que la justice ne lui rend pas un bon service et qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une personne qui a détourné des millions de dollars, lorsqu'il est jeté en prison, il négocie avec les juges et puis il obtient une liberté provisoire et puis c'est fini. C'est peut-être les journalistes que vous êtes. Vous, si on vous arrête, en tout cas, c'est fini. Vous partez en prison, vous allez souffrir là-bas pendant un long moment. Et surtout aussi les gens de l'opposition, lorsqu'ils sont arrêtés, en tout cas pour eux, c'est fini. Mais si vous êtes du pouvoir, si vous êtes arrêté, vous allez vite vous rendre compte que
ça ne va pas faire 6 mois, vous serez libéré. Et d'ailleurs, même moi, j'étais très choqué à l'époque. Lorsqu'on parlait du procès 100 jours, je voyais tout le monde qui disait que non, M. Kamer a fait ceci, il a fait cela, il mérite d'être en prison. Mais j'étais très surpris les jours où j'ai appris que Kamer était devenu ministre et qu'il a été libéré. Donc, on comprend bien que dans notre pays, lorsque vous volez, lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bien, on peut encore vous gracier et vous... vous serez promu à nouveau. Comprenez ce que je veux dire. Parlons du processus électoral à présent. C'est très important qu'on puisse parler de ça. C'est la grande actualité en tout cas. On va commencer... Avec les débuts de la campagne électorale, déjà pour les dimanches. Oui, qui commence déjà les dimanches à 0h. Cela prouve qu'il y aura bel et bien élection. Oui, nous souhaitons qu'il y ait des élections le 20 décembre. Mais vous savez bien que si les élections ne sont pas organisées le 20 décembre, ce qui est vrai, il n'y aura pas une vide juridique. Il n'y aura pas une vide juridique. Est-ce que tout est en place pour que nous ayons finalement ces élections au mois de décembre? Après les indicateurs, au fait. Ça, c'est le président de la CENI qu'il faudra poser cette question. Moi, je ne sais pas répondre à ça, mais sinon, à ce que je sache, il a rassuré à tout le monde qu'il y aura des élections le 20 décembre. Donc, nous croyons qu'il y aura bel et bien les élections parce que nous allons commencer à battre campagne. Dès demain déjà, on va commencer à battre campagne en croyant qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre. Vous êtes prêts à affronter ces élections? D'ailleurs, nous sommes très très prêts, madame. Avant d'ailleurs d'aborder cette question, Ida a relevé un aspect très important relatif aux indicateurs qui nous montrent si effectivement il y aura élection ou non. Et ces indicateurs-là, le président de la centrale électorale nous a mis la puce à l'oreille. D'abord par rapport à l'aspect lié aux finances. Le président de la CENI, jusque-là, attend encore la totalité des fonds disponibles pour lui permettre d'organiser ces élections. Mais ça, il doit voir ça avec le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui finance les élections. Et à ce que je sache, nous attendons les élections le 20 décembre. Et c'est juste les élections qu'on attend, rien de plus. Ben, on espère qu'il y ait évidemment tenu des élections parce que le chef de l'État en a rassuré quant à ce. Mais toujours en parlant du chef de l'État, il a dernièrement accordé une interview à des médias français. Il a encore une fois de plus vanté son bilan, tout en taclant Moïse Katumbi, disons qu'il a été vraiment incapable de s'assumer, disons, alors qu'il était gouverneur du Grand Katanga. Alors, nombreux se posaient la question de savoir est-ce le chef de l'État ou le président sortant a-t-il peur quelque part de cet opposant ou... Bon, Katumbi doit s'assumer en faisant quoi? Je ne comprends pas très bien. Ben, il n'a pas fait grand-chose, au fait. Il n'a pas fait grand-chose alors qu'il était gouverneur du Grand Katanga. Il n'a pas construit, il n'a pas réhabilité, il n'a presque rien fait. Pour dire que, et même s'il arrivait au pouvoir et qu'il devait chef de l'État, il ne va rien faire pour lui-même le chef de l'État des Congolais. Ah bon, c'est vous qui constatez que le chef de l'État n'a rien fait. Mais lorsque... Non, mais je n'ai pas dit que le chef de l'État n'a rien fait. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais parlons justement de ces bilans. Vous avez démontré noir sur blanc que dans tous les aspects... il y a eu échec. Il y a eu échec. Il y a eu échec. Et échec. Mais là, ça contredit ce que vous venez de dire bien avant. Non, mais en fait, moi... je ne suis pas venu ici pour défendre le bilan du chef de l'État. Non, en tant que Congolais, vous êtes quand même Congolais. Constatons quand même... Je constate, en tant que Congolais, je ne suis pas satisfait. Parce que lorsque vous votez une personne et que vous vous rendez compte que non, à l'Est, il y a toujours l'insécurité, sur les plans des infrastructures, rien n'a avancé. Quels sont les grands ouvrages que les pouvoirs en place a construits? Il n'y en a pas. Parce que je me rappelle bien, j'ai lu un ouvrage qui dit avant l'indépendance, les Belges ont construit 26% des routes, s'il vous plaît, sur l'étendue du territoire national. Et lorsque une personne vient, il prend les pouvoirs, lui aussi, il va nous dire que non, j'ai pris
notre pays avait autant de routes. Lorsque j'ai pris les pouvoirs, j'en ai construit autant. Les infrastructures, j'en ai construit autant. Et regardez juste, ce matin avant que je vienne ici, les niveaux d'embouteillage qui se trouvent sur la rue. Kinshasa, on ne sait plus comment marcher. Mais les embouteillages, c'est partout. Vous n'allez pas mettre ça sur les dos du président de la République? C'est l'incompétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment ça? Comment ça? Mais parce que lui, à son niveau, étant que gouverneur, étant que la personne qui dirige la ville-province de Kinshasa, ils sont censés réfléchir comment est-ce qu'il faut permettre à la population congolaise de bien circuler et surtout aussi réglementer tout ce qui est route, mais réfléchir aussi comment est-ce qu'il faut étendre la ville vers d'autres zones comme par exemple Maluku et Mongafula qui ont des plus grandes superficies. J'allais parler de ça à la fin, mais je vais aborder directement. La ville de Kinshasa, elle est à presque 9000, je pense 500 ou 600 km². Elle est comparable à la ville de Hong Kong. Vous connaissez la ville de Hong Kong? Et si vous regardez les PIB de la ville de Hong Kong et vous regardez les PIB de la ville de Kinshasa, vous allez pleurer. Et les mêmes gens qui vivent à Kinshasa, ce sont les mêmes gens qui vivent à Hong Kong. Nous sommes tous des humains. Même deux têtes et une tête, deux pieds et deux bras. Donc, avec notre tête, on peut réfléchir développement. Kinshasa n'a pas de minerais, mais Kinshasa a de l'eau. On a les fleuves. Ces fleuves, on peut l'utiliser pour réduire aussi les taux d'embouteillage, par exemple, à Kinshasa. Et lorsqu'on est à Kinshasa, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de camions qui viennent du Congo central vers Kinshasa. Et tous ces camions qui quittent le Congo central pour approvisionner Kinshasa, il y a moyen à ce qu'on puisse les gérer autrement. Par exemple, en construisant une zone industrielle à partir de Mongafula là-bas en allant vers Kassangoul. Cette zone industrielle, si on construit des grands dépôts là-bas, beaucoup de dépôts, ça va permettre à ce qu'on puisse stocker toute la marchandise qui va entrer à travers les Congo central vers Kinshasa. Et à cela, si on arrive à faire quelque chose de pareil, on va d'abord diminuer l'embouteillage à Kinshasa et puis on va créer de l'emploi là-bas. En créant de l'emploi là-bas, les gens qui seront peut-être employés là-bas, si ils doivent quitter, par exemple, Massina pour aller travailler vers les périphéries de Kinshasa, il serait pour mieux avantagé de faire comment? De créer, de trouver des entreprises qui construisent des maisons et ils auront des maisons à côté des comment? De leur boulot. Et à travers ça, ils auront aussi, on pourra peut-être créer des écoles là-bas et tout ce que ces personnes seront, tous ces gens qui vont travailler dans ces entrepôts auront à faire, c'est seulement de quitter la maison pour aller au travail. Et ces enfants vont quitter la maison pour aller à l'école. Et on peut aussi créer des universités. Donc, on va créer une nouvelle ville dans les périphéries de Kinshasa et Kinshasa aura de moins en moins ces problèmes. Et Kinshasa a des problèmes principaux. Premièrement, c'est la population de Kinshasa qui est aussi trop petite. Et puis, deuxièmement, c'est les problèmes d'infrastructure. Si ces problèmes n'est pas résolu, on aura beaucoup de mal à vivre dans cette ville. Et c'est très important de faire comment? D'étendre cette ville. Vous allez peut-être revenir sur ça lors de nos prochaines interventions, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on court derrière les temps. Okay. Il y a une nouvelle coalition, IDA, qui a été mise en place. Voilà. Par les opposants. Ils étaient 5 au départ, mais cette coalition a plutôt été mise en place par 4 opposants. Il y a Martin Fayoulou,
qui s'est retiré de la coalition. Okay. Que pensez-vous déjà de cette coalition? Et au fait, quel candidat pensez-vous qu'il a vraiment, il représente un profil adéquat pour affronter le président pour être sortant? le candidat commun de l'opposition. Voilà. Bon, je pense que si nous allions nous baser sur base des profils des candidats, ça sera encore un échec. Parce que en 2018, l'expérience nous a donné les sons. On a pris les noms. Que non, c'était tel candidat qui devrait représenter l'opposition et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Mais si par contre, sur base de leurs programmes, on vote les meilleurs programmes, ils auront un bon candidat qui pourra les représenter. Vous basez plus sur le programme? Oui, non, madame, c'est... sur le profil. Oui. On doit se baser sur les programmes et non sur les profils. Parce que c'est très important pour nous de lire les meilleurs programmes et non de lire les meilleurs profils de la personne. Mais on a eu à écouter, à auditionner des programmes des différentes personnalités, mais tous ces programmes ne sont restés que dans les lettres, dans les tiroirs et ne se sont jamais matérialisés. Et puis ce sont des programmes irréalistes. Irréalistes. En quelque sorte, à suivre certains programmes. C'est pourquoi je vous ai parlé de ce système de prédation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réaliser un programme si on n'arrête pas les systèmes de prédation. C'est très important et ça, c'est partout. Sortez seulement sur la rue lorsque vous roulez peut-être avec une moto ou bien avec une voiture et qu'un roulage vous arrête. Est-ce qu'il va vous amener à la poste? Il va vous demander l'argent sur place. Si vous payez cet argent, ça va aller où? Allez-y par exemple dans nos communes. Chaque jour, il y a des voitures qui sont stationnées devant la commune. L'argent qui paye là va où? L'argent qui est... on utilise encore les termes qu'on recouvre à travers les boutiques, les petites et moyennes entreprises qui sont dans nos communes. Cet argent va où? Et qu'est-ce que ça fait? C'est dans les budgets annexes. Et puisqu'on parlait de la coalition, il y a Martin Fayulu qui s'est retiré. Bon. Que pensez-vous de ce retrait? Il a des cartes à jouer ou... Je n'ai pas vraiment des commentaires à faire. Martin Fayulu, c'est notre papa. On le respecte beaucoup et puis on respecte ce qu'il fait comme choix. Ben là, on est déjà en route vers les élections, mais le chef de l'État a affirmé qu'il serait vraiment impossible que les élections se tiennent, notamment à Rutshuru et à Massissi. Comment cela peut-il être possible? Cela rimerait au glissement. On veut affecter toutes ces voix au président sortant ou d'après certaines indiscrétions. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais en train de me contredire lorsque je disais que les bilans sur les plans sécuritaires étaient négatifs. Vous avez dit que c'était positif. Alors, mais si les bilans... On n'a pas dit que c'était positif. Si le bilan est positif, supposons que le bilan est positif, pourquoi il n'y aura pas les élections à Rutshuru et à Massissi? Qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse tenir les élections là-bas? Madame, si vous ne savez pas, juste à Malukula, je pense que c'est avant-hier, on a appris à travers les chaînes de télévision et les médias sociaux qu'il y a eu une incursion des milices Mobondo qui ont tué 5 personnes. Ah oui, avant-hier. Oui, madame. Et l'insécurité est maintenant partout à travers les pays. Et si on regarde les pays comme ça, en nous disant que non, les anciens députés qui sont actuellement au Parlement, ils ont fait un bon travail, c'est lui de faire qui sont pour, ils ont leur argent, qui sont contre, ils restent assis. On aura amené les pays tout droit vers les tombeaux. Et c'est pourquoi notre campagne, qui est celui de lutter contre les systèmes de prédation, doit continuer. Pourquoi? Parce que à travers ces programmes, à travers cette campagne, nous aurons premièrement
à couper tous ces systèmes-là des corruptions et des détournements des deniers publics. Et cet argent, on va investir ça dans la sécurité, dans l'économie, dans les sociales, dans la santé, dans les réformes des institutions, ainsi que dans les infrastructures. Parce que ça, c'est les socles du développement d'un pays. Alors, que pensez-vous du refus de certains candidats présidents de la République de signer les codes de bonne conduite? Bon, cette charte-là qui régit justement la matière électorale. Bon, ce que je pense de cela, c'est très dangereux. Si on arrive aujourd'hui à ne pas signer les codes de bonne conduite, c'est très très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Très dangereux parce que les résultats qui vont sortir et les contestations qui peuvent sortir de ces résultats-là, ça va engager personne. C'est là où c'est très dangereux. Mais si vous êtes confiant envers vous-même de la manière dont vous avez préparé votre campagne et de la manière dont vous avez préparé votre base pour pouvoir justement vous présenter et puis voilà, vous n'aurez pas à avoir peur. Bon, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau du tricherie qui est mis en place pour faire perdre certaines personnes. Et dont le président Kadima lui-même est le premier responsable. Il y a plusieurs observateurs qui ont été déployés de l'Union européenne, de la SADC et j'en passe. Cela ne rassure pas que ça peut mener aux élections crédibles. Ils n'ont jamais audité les fichiers. Ils n'ont jamais audité les fichiers. Vous êtes proche de Floribert Anzoloni. Est-ce qu'il a été aussi, lui aussi, été parmi les candidats qui avaient refusé de signer ces codes? Mais bien sûr qu'il était parmi les candidats qui ont refusé de signer cette code de bonne conduite. Et on ne peut pas signer cette code. Lorsque le président de la CENI appelle les gens, ils vous mettent ensemble et puis il se constitue un petit dieu en disant « Père, pardonne-les d'avoir critiqué la CENI. » Parce que c'est la même CENI qui les a mis ensemble aujourd'hui pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et ça a directement vite chauffé les esprits des gens. J'ai vu le président Fayoulou qui a pris les micros, la parole pour dire non, père, pardonne Kadima, parce qu'il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc vous comprenez un peu que les hommes qui sont censés nous diriger, et même ils passent à côté de la plaque. Et ça, ce n'est pas du tout sérieux. Ils doivent d'abord être sérieux vis-à-vis des eux-mêmes et puis ils seront sérieux vis-à-vis de nous. Et il y a certains candidats de l'opposition qui ont demandé un nouveau cadre de concertation. Oui. Ça, ils ont même exigé qu'on leur accorde 48 heures. Alors en ce moment, les 48 heures étaient déjà épuisées. Qu'est va-t-il arriver si, justement, parce que la CENI ne va pas accorder, là, il faut le dire, la CENI n'accordera pas. Oui. Bon, à cela, je pense bien qu'ils vont se prendre en charge. En faisant quoi, par exemple? Bon, ça, je ne sais pas trop. C'est au niveau de ces candidats de décider ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils doivent se prendre en charge. C'est la meilleure des choses qu'ils doivent faire. Nous avons épuisé tout le temps. C'est déjà la fin de ce numéro de paramètres. Merci Nico Kassanda. Merci Monsieur Cédric d'avoir été de nôtres. On espère vous retrouver prochainement pour aborder d'autres sujets d'actualité. Nico Kassanda. Voilà, c'était un plaisir pour nous, en tout cas, d'aborder cette question qui était très, très importante. Dresser le bilan, analyser le bilan dressé par le président de la République lors de son adresse à la nation. Lui qui a parlé d'un bilan qui était vraiment positif. Par rapport à son quinquennat, la population n'a qu'à tirer des conséquences et nous étions vraiment très heureux d'avoir Cédric Kayembe, voilà, sur ce plateau pour en parler. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce numéro de paramètres. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre sujet d'actualité.